bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour mon bilan lecture du mois de février. J'ai encore lu 5 livres, donc pour l'instant j'ai une bonne moyenne, je trouve. 5 livres en janvier, 5 livres en février. Je trouve que je m'en sors pas si mal, que c'est une assez bonne moyenne. Alors j'ai eu un gros doute concernant l'ordre de lecture, vous m'excuserez, mais je la flemme d'aller chercher mon cahier de lecture pour vous les présenter dans l'ordre. Alors je sais que le premier tome que j'ai lu en février, c'est le tome 2 de Standout de Jeanne Devro, donc publié chez Hugo Roman, qui n'est pas à moi, qui est à ma petite sœur. D'ailleurs le tome 3 est juste là. Voilà, il sera lu en mars que je puisse le rendre. Donc dans ce tome 2, on va suivre Diego et Mélanie. Et en fait, ils se rendent compte tout simplement par le fait que Mélanie est chez elle avec Luc, en train de flirter, tout ce qui est plus normal pour une jeune fille, voilà. Et en fait, ils vont entendre un bruit chez elle. Et Luc va s'échapper, mais pas elle. En fait, elle va affronter en fait celui qui est rentré chez ses parents, enfin chez elle. Je dis chez ses parents parce qu'elle vit dans un petit cabanon à l'écart où elle a aménagé une chambre en fait. Mais tout le reste de sa vie se passe dans la maison. Et en fait, elle va rencontrer Diego du coup qui lui est un étranger, un Mexicain, qui en fait est chez elle pour dévaliser son frigo. Voilà, clairement. Parce qu'il a faim et du coup elle va l'inviter à manger, à prendre une douche, etc. Parce que c'est vraiment souvent là donc elle en profite. Et en parallèle, en fait, on va suivre donc eux à leur rencontre et eux plus tard aussi. Donc l'histoire va se passer en 2 temps. Alors, le problème, c'est que comme dans le tome 1, l'autrice, en fait, a voulu mettre une intrigue qui porterait préjudice à leur romance, en fait, enfin, au couple. Comme dans le tome 1, en fait, enfin, une personne qui s'opposerait à leur couple. Et en fait, là, le problème, c'est que j'ai trouvé tout de suite qui c'était et qu'est-ce qu'elle faisait en fait. C'est pas grave parce qu'en soi, est-ce que c'est une romance slow burn? Du point de vue adulte, oui. Du point de vue adolescent, pas vraiment. Mais est-ce qu'on peut reprocher à des adolescents de se mettre en couple rapidement? Je pense pas. Parce que comme je vous dis, moi je me suis mis avec mon copain, il m'a dit tu veux sortir avec moi? J'ai dit oui. Voilà, l'amour est arrivé après, mais là n'est pas la discussion. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire le tome 3. Par contre, le problème c'est qu'on apprend sur des protagonistes donc de la saga Close Up, sa première trilogie en fait. En fait, Close Up et Stand Up, c'est à peu près la même saga, sauf qu'elle a changé de nom au bout du 3. Sauf qu'elle a changé de nom pour faire comprendre qu'en fait on changeait de trilogie, mais ça fait partie de la même saga. Voilà. Et ouais, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire le tome 3. Alors ensuite, j'ai enfin lu le tome 6 de Gardien des Cités Perdues. Attendez, parce que ça va pas le faire si tu tombes, toi. J'ai enfin lu le tome 6 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, donc publié chez PKJ en format poche dans la collection best-seller. Donc dedans, donc, les événements reprennent directement en fait à la fin du tome 5, sauf que ma lecture du tome 5 remonte à 2019. J'en avais fait, j'étais encore sur YouTube à ce moment-là, donc j'ai sûrement mon avis dans mes anciennes vidéos. Et ouais, donc si je l'ai lu, c'est parce que je me suis procuré le tome 7 et j'irai le tome 7 quand le tome 8 sera sorti. En espérant que PKJ tienne ses engagements et sorte en 2023. Que je puisse lire le tome 7 en 2023. Voilà, on espère. Donc oui, les événements reprennent directement à la fin du tome 5, mais le problème c'est que je me souvenais plus des événements de la fin du tome 5. Alors j'ai forcé ma lecture, c'est revenu petit à petit forcément parce que les événements ils sont redits, ils sont racontés, etc. Donc forcément ça revient. Mais le gros problème a quand même été que je me souvenais plus de ma lecture du tome 5, ce qui n'est pas étonnant vu que j'ai quand même lu le tome 5 en 2019, il y a pile 4 ans en fait. Voilà, il y a pile 4 ans, donc forcément c'est pas grave. Non, pas pile 4 ans, n'importe quoi. Fin 2019, je crois que je l'ai lu. Ouais, je crois que j'ai lu fin 2019. Après, je peux comprendre que le tome 7 ait mis du temps à sortir parce qu'il y a eu le confinement, etc. Donc je pense que ça a tout ralenti. Mais après, ils ont sorti des livres pendant le confinement, PKJ, donc... Bref, ouais, j'ai bien aimé. La fin me laisse sur ma faim, comme d'habitude. Elle laisse un cliffhanger, Laurine, un cliffhanger de ouf. Et elle le dit elle-même, hein, qu'elle est consciente de nous laisser sur Z20. Zarbeers, elle le dit. Mais ouais, j'ai bien aimé et j'ai hâte de lire le tome 7.
Et si tu tombes, je te marave. Ensuite, en parallèle de la lecture que je vais vous présenter après et de celle-là, j'ai lu Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas, donc qui est le tome 4 de la saga Un palais d'épines et de roses. Donc qui est sur Nesta et Cassian. Donc je peux pas vous dire grosso modo de quoi ça parle parce que ça va vous spoiler la trilogie Un palais d'épines et de roses. Mais en gros, alors oui, mon écran est pété. On le voit pas forcément, on le voit. Il est pété, mais bon, je m'en fiche, c'est une grande protection. Comment dire? Et en fait, je sais plus ce que j'allais dire, je sais plus. Oui, donc en fait, on va suivre Nesta et Cassian et l'histoire se passe plus d'1 an après la fin du tome 3, vachement plus d'1 an après même. Et en fait, Nesta s'est tout simplement laissé aller suite aux événements du tome 3, ce qui est compréhensible, mais ce qui m'a fait que je ne l'aimais pas du tout en fait à la fin du tome 1, au début de ce tome, je ne l'aimais mais alors pas du tout. Je pense que c'est une volonté de l'autrice de la rendre archi détestable, je pense. Mais ouais, du coup, je l'aimais pas, j'avais envie de lui foutre des bonnes baffes. Et à côté de ça, on a Cassian qui est quelqu'un de très doux, de très patient, surtout avec Nesta. On découvre un Cassian totalement différent du guerrier qu'on a découvert dans les 3 premiers tomes. Voilà. Cassian que j'ai beaucoup aimé, mais qui ne surpasse pas Rhysand. Voilà. Rhysand ou Rhysand, je sais pas, moi j'appelle Rhys. Parce que tout le monde l'appelle Rhys dedans. Donc voilà. Qui ne surpasse pas Rhysand dans mon cœur, mais voilà. Et ouais, donc j'ai franchement bien aimé, c'est franchement une bonne lecture. Quasiment un coup de cœur, franchement c'est quasi un coup de cœur quand j'y repense. J'ai tellement adoré les derniers moments, j'étais à fond dedans, quand l'action elle s'enchaîne, j'étais à fond dedans. Et waouh quoi, enfin j'ai retrouvé en fait ce que j'avais aimé dans les 3 premiers tomes. Et je pouvais pas passer à côté, tout simplement. Donc je vous conseille cette saga. Je me les achèterai peut-être en livre un jour, peut-être. Parce que j'ai pas la place pour les mettre dans ma bibliothèque, mais on verra. Alors ensuite, j'ai lu Seul contre tous de Emma Green. Donc qui est dans l'ordre d'écriture, c'est le 3e tome de la saga, de la trilogie Toi plus moi. Mais dans l'ordre de lecture, on va commencer par celui-là. Oui, bah, cherchez pas à comprendre. Et donc en fait, dans ce Toi plus moi, dans Toi plus moi, on va suivre Alma Lancaster et Vadim Akardi qui vont se rencontrer sur les bancs de l'université. Ils vont se rencontrer tout simplement parce que leur prof de... Ils sont à une fac de cinéma et leur prof de cinéma, un de leurs profs en fait, va les mettre en binôme pour réaliser un court-métrage. Et il faut savoir que Alma et Vadim, tous les opposent, mais vraiment tous les opposent. Ils ont absolument, elle... c'est une franco-anglaise, elle a des parents riches, une petite gosse de riche quoi. En gros, c'est comme ça qu'elle est... C'est comme ça qu'elle est décrite, une petite gosse de riche qui a vraiment tout pour elle. Bah, de toute façon, c'est marqué tout, elle a tout, il ne veut rien sauf elle. Voilà. Vraiment à l'opposé de Vadim qui lui est, bah, il a des origines russes, même s'il est né aux États-Unis. Ça s'entend avec son nom d'ailleurs, Vadim. Bah, lui, il a pas de famille, pas d'attache. Un passé quand même assez trouble, voilà, et tous les opposent et pourtant ben les opposés s'attirent, voilà. Alors si vous voulez une histoire d'amour qui prend du temps, ben, c'est clairement pas là-dessus qu'il faut vous tourner, hein. Clairement pas. Je crois qu'avant la moitié du livre ils ont déjà couché ensemble. Moi ça me dérange pas, je sais qu'il y en a certains que ça dérange quand histoire d'amour ou même ne serait-ce que les 2 protagonistes qui s'embrassent et qui couchent ensemble, ça arrive trop vite. Donc clairement, si vous aimez pas ça, je pense pas que vous aimerez ce livre. Ou alors passez outre et regardez tous les problèmes que Alma va vivre. Aussi bien parce qu'elle a une... Alors, parce que... il faut savoir que les 2 autrices ont réussi l'exploit de me faire détester, mais vraiment détester du plus profond de mon cœur, 2 personnages dedans. C'est jamais arrivé. D'habitude, j'aime les protagonistes et les gens qui les entourent, mais alors là... Je peux pas vous dire pourquoi je les déteste, mais clairement, le personnage de Case et le personnage du père d'Alma, je peux pas me les saquer. Je peux pas. J'étais là dans ma lecture, mais je les insultais. En fait, en lisant, je les insultais. J'avais l'air vraiment d'une abrutie à parler à mon livre, parce que c'est des gens fictifs qui m'entendent pas. Mais vraiment, je les insultais. Parce que la fin du livre, les gars, mais elle m'a foutu les larmes aux yeux, hein. Les 5 chapitres de Vadim, là, le dernier chapitre de Vadim, mais les gars, j'étais à 2 doigts de pleurer.
Bon, je me suis consolée en me disant qu'il y avait 2 tomes, donc forcément c'était pas la fin de leur histoire. Enfin, la fin de l'histoire des 2 protagonistes, forcément s'il y a 2 autres tomes. Mais ouais, j'ai trop aimé. C'est presque un coup de cœur. Je disais que ma dernière lecture du mois de février est De lunettes de sang. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. C'est gênant. C'est gênant, putain. Bref, donc ma dernière lecture de février est De lunettes de sang de Erin Beatty publié chez Lumen. Et les gars, c'est un coup de cœur, mais alors magistral. Il faut savoir que ce livre, avant que je vous parle du petit résumé là, avant que je vous dise de quoi ça parle, ce livre mélange fantasy, romance et thriller. Alors la romance, c'est vraiment un fond, c'est pas le sujet principal là, hein. Clairement pas. Mais j'ai littéralement adoré. Ça mélange 3 genres littéraires que j'adore, le thriller policier, la fantasy et la romance. Ça ne pouvait que me plaire. Donc dans ce livre, on va suivre Catherine, je crois qu'elle a un nom de famille, mais... Voilà, Catherine qui est orpheline, vit donc chez le maître artisan, non, architecte Thomas depuis qu'elle est en âge de lui venir en aide, mais elle a passé son enfance dans un couvent. Voilà, elle a passé son enfance dans un couvent, oui, on peut voir ça comme ça. Et en fait, un soir où elle va être en train, parce qu'elle travaille pour lui gratos, mais bref, c'est pas le sujet, c'est un peu d'exploitation, t'as vu, mais c'est pas le sujet ici. Alors un jour qu'elle inspecte donc les échafaudages pour le maître architecte du coup, elle va être frappée par un rayon de lune et elle va entendre en fait les cris d'une femme, mais vraiment les cris d'une femme. Et en fait, pendant quelques secondes, elle a l'impression d'être cette femme et c'est super bizarre pour elle de vivre ça. Et en fait, elle va découvrir que les cris appartenaient à une femme qui vient d'être tuée. Et donc de là, elle va faire la rencontre de Simon de Messanos, ou Messanos, je sais pas, qui lui va être chargé en fait d'élucider l'enquête, voilà. Entre temps, il va y avoir d'autres meurtres évidemment, vu que c'est un policier thriller, voilà. J'ai beaucoup adoré, franchement, je dis que j'ai beaucoup adoré, mais c'est un coup de cœur, je vais pas me répéter, mais Catherine, il faut savoir aussi que il n'y a pas de carte dedans, c'est triste parce que je préfère quand il y a des cartes, mais il faut savoir que dans cet univers-là, eux, les habitants donc de Colis, c'est ça, je crois. Ouais, de Colis, en fait, eux vénèrent le soleil. C'est un peu chelou, mais voilà. Et donc à Colis vit un quartier où vivent les Sélénae, où c'est les adorateurs de la lune, voilà, les hérétiques, comme diraient nos petits protagonistes, qui de base en fait sont très mal vus. Et donc après, est-ce que c'est réellement important pour l'histoire? Je ne vous le dis pas, mais dans tous les cas c'est une ville divisée en deux, enfin en deux, pas vraiment, parce que les adorateurs du soleil sont quand même beaucoup plus présents que les Sélénae, mais j'ai surkiffé, je vous le conseille, et j'ai trop hâte de lire le tome 2, qui je l'espère arrivera. Ah, je crois qu'elle a dit une date pour fin 2023. Bref, voilà, ouf. C'était mon point lecture du mois de février. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera. Voilà. Bref, à plus tard.